Nous les voyons maintenant comme l'avenir de la famille royale, un couple parfait qui se trompe rarement de pied. Mais le mariage entre le prince William et Kate Middleton a bien failli ne pas avoir lieu. En avril 2007, Kate, qui sortait avec William depuis 5 ans et avait partagé une maison avec lui à l'université de St Andrews, a reçu un appel téléphonique du prince, alors officier subalterne de l'armée basé au camp de Bovington dans le Dorset, lui disant tout était fini. Il n'était pas prêt à s'engager, il voulait sa liberté. La relation avait traversé une mauvaise passe et récemment William avait été vu au bras d'un certain nombre d'autres filles. Le futur roi de 24 ans se sentait coincé. Les problèmes avaient commencé en décembre précédent lorsque William avait invité Kate à Sandringham pour la fête de Noël annuelle de la reine, et elle avait dit non. À présent aussi médiatisée que la princesse Diana l'avait été à cet âge, et supposée par les médias du monde entier comme la future épouse de William, elle a posé son pied, elle n'irait pas à un rassemblement important de la famille royale sans une bague au doigt. William a rencontré cette décision avec un silence de colère et ne s'est pas présenté aux festivités du Nouvel An de la famille Middleton, prévues depuis longtemps. Ce qui s'est passé ensuite constitue la base d'une histoire captivante de stratagèmes, d'amour astucieux et de colonne vertébrale d'acier aussi complexe que n'importe quelle manœuvre à la cour des Tudors, racontée avec brio par la journaliste, biographe et rédactrice britannique Tina Brown dans son nouveau livre à couper le souffle, The Palace Papers, publié cette semaine. Loin de s'enterrer dans la campagne du Berkshire ou de passer de longues vacances à l'étranger, Kate a surmonté sa consternation en revenant très publiquement. Au grand dam de William, il a vu des photos de Kate quittant leur vieux repère nocturne tard dans la nuit en jupe haute, écrit Madame Brown. Elle a rejoint une équipe féminine pour traverser la Manche à bord d'un bateau dragon et pendant qu'elle s'entraînait, les berges se sont rapidement hérissées de paparazzi essayant d'attraper son look de t-shirt moulant et tonique. Brown ajoute, en juin, il a commencé à se rendre compte que son ex était autant un piège que lui. Il a rapidement supplié de la récupérer. Mais elle a tenu bon, savourant sa contrition, avant d'accepter finalement une invitation à une soirée à Bovington où elle a secoué la pièce habillée en infirmière sexy, et William l'a suivie comme un chiot perdu. C'était à nouveau après une pause de 3 mois, et tout le monde, des deux côtés de la romance, pouvait pousser un soupir de soulagement. Une grande partie de cela a été joué dans les journaux à l'époque, mais ce qui rend la version de Tina Brown si captivante, ce sont les détails fins qu'elle déploie pour montrer à quel point la romance royale a été incitée, négociée est le mot qu'elle utilise, par la mère de Kate. Carol Middleton, dit-elle, est généralement caractérisée comme étant à mi-chemin entre Madame Bennet de Jane Austen et le grimpeur social de la sitcom Hyacinthe Bucket. Aucun des deux modèles n'est correct. Carol a un flair stratégique considérable, et ses empreintes digitales sont partout dans le premier pas de Kate sur le royal échiquier. La décrivant comme coach Carol, l'auteur dit que dès le début, elle a donné à Kate des conseils quotidiens sur les bons gestes, l'exhortant à garder un œil sur le prix. Lorsque le choix d'université de William a été annoncé, à la demande de Carol, Kate est passée de sa place offerte à Édimbourg à St Andrews, moins bien notée, où William se dirigeait. Carol était, après tout, la chancelière de la famille, pas Kate. Chaque fois que leur romance se heurtait à un ralentisseur, dit Madame Brown, il pouvait être brusque avec elle, il s'attendait à ce qu'elle court après lui. Kate se retirait dans la maison de la famille Bucklebury pour des séances de stratégie avec Carol, qui lui conseillait, donnez-lui de l'espace. Comme elle était astucieuse, il est impossible maintenant, compte tenu des choix que son frère Harry a fait, d'imaginer quelqu'un de plus adapté à William. L'histoire complète de la façon dont la petite fille d'un constructeur au travail est devenue notre future reine prend beaucoup de temps, mais tout est là dans le livre de Brown.
The Palace Papers est une formidable collection d'anecdotes, certaines nouvelles, d'autres empruntées, d'autres oubliées depuis longtemps, qui s'ajoutent au livre royal le plus divertissant d'une génération. Sur pratiquement chaque page, Brown nous rappelle pourquoi nous sommes si captivés par tout ce qui est royal. Aucune autre famille dans l'univers ne peut produire autant d'anecdotes étonnantes. Elle est partie ces 20 dernières années, mais la reine-mère jette toujours une ombre scintillante sur le récit. Cependant, le portrait peint révèle des vérités surprenantes sur l'influence qu'elle a exercée sur ses deux filles. Au cours de la romance malheureuse de la princesse Margaret avec l'assistant royal Peter Townsend, dit Brown, les tensions entre les deux sont devenues si graves que Margaret a jeté un livre à la tête de sa mère. Et même sa fille aînée, bien que souveraine de plein droit, devait écouter des appels téléphoniques quotidiens lui disant quoi faire. L'influence de sa mère sur elle, même dans ses années de déclin, a toujours été plus dominante et pesante que les gens ne le pensaient. Sa voix résonnait chaque jour dans l'oreille d'Elizabeth, semant le doute sur les décisions, écrit Brown. La reine-mère avait été mariée à un roi qui s'appuyait sur elle pour le soutenir et ne pouvait pas habituer au fait qu'après la mort de son mari alors qu'elle n'avait que 51 ans, elle n'exerçait plus aucun pouvoir réel. Le courtisan Martin Charteris a dit à la nouvelle reine, alors que la voiture de sa mère roulait sur le parvis du palais de Buckingham, « Voilà le problème. » C'était une évaluation avec laquelle Philippe était d'accord. Après la mort du roi, elle était censée quitter le palais pour s'installer à Clarence House, une horrible petite maison, mais semblait réticente, je comprends. Alors Philippe exaspéré a recouru à la ruse simple d'éteindre le chauffage dans ses chambres. C'était un hiver dur et froid et bientôt son majuscule était parti. Une autre de mes anecdotes préférées concerne l'occasion où Philippe, contraint contre son gré de porter le kilt pour sa première visite à Balmoral, a fait une révérence au roi George VI, son futur beau-père. Sa Majesté n'était pas amusée. Madame Brown ne définit pas tout à fait l'extraordinaire amitié entre Philippe et Lady Penny Romsey, plus tard Mountbatten, qui a parcouru le pays avec lui lors de concours de conduite de calèche et était avec lui dans ces derniers mois. L'auteur ne peut pas vraiment décider quoi en faire, mais un autre invité de la maison m'a dit un jour fermement, « Chambre séparée mais adjacente. » Mais les histoires continuent d'arriver, épaisses et rapides, beaucoup hilarantes, d'autres parfois moins. Le prince Andrew décrivant sa femme la duchesse d'York comme cette grosse vache à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas en est un bon exemple. Le prince Charles, avec sa paranoïa apitoyée de ne jamais être assez apprécié, s'est plaint que sa vie était insupportable lorsque son bureau était à la mauvaise température. Et il y a de belles vignettes inédites de la vie derrière les portes du palais. Peter Mandelson, le ministre travailliste du cabinet, dit franchement à Charles que ses collègues ministres le trouvent plutôt maussade et découragé. Le prince, rapporte Madame Brown, est si peu habitué à entendre la vérité qu'il demande ensuite à Camilla d'un ton torturé, « Est-ce vrai? Est-ce vrai ?» Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous puisse supporter que vous posiez cette question encore et encore pendant le mois prochain, vient la réponse cinglante. Camilla sort du récit comme ancrée, astucieuse, charmante et d'acier, elle est le chuchoteur à cheval des besoins émotionnels de Charles. Elle sait comment dispenser l'amour dur avec charme. Ce qui est rafraîchissant dans l'approche de Madame Brown envers la famille royale, si est qu'elle les traite comme des êtres humains tout en reconnaissant leur position unique dans le monde. Elle est souvent méchante mais seulement occasionnellement désobligeante. Elle décrit le copain royal le marquis de Reading comme un crétin de la classe supérieure, et le prince et la princesse Michael de Kent comme un embarras à faible ébullition et à la recherche d'argent.
Le duc d'York comme une machine à Sleaze couronnée. Mais ce livre, une entreprise monumentale, est plein d'esprit, accompli, sûr et jamais faux. Les accros de la royauté, et j'en suis un, ne pourront pas s'en passer.